Voilà, voilà. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Les experts viennent à nous. Du coup, comme je vois qu'il y a plein de nouvelles têtes aujourd'hui pour cette nouvelle session après la rentrée, je vais juste représenter en Person World en quelques mots. Donc, on est un cabinet de consulting spécialisé dans le recrutement et le coaching carrière, donc depuis plus de 10 ans maintenant, de manière internationale, donc Europe, Afrique et Moyen-Orient. Et depuis le début d'année 2021, donc, on a organisé des webinaires avec des experts dans leur domaine qui sont tous axés sur la performance, quelle qu'elle soit individuelle, en équipe ou simplement reliée à l'industrie des matières premières. Donc aujourd'hui, on va en apprendre plus sur le parcours entrepreneurial de notre invité Xavier Gomez dans l'industrie de la FinTech. Donc, je rappelle avant de commencer que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le petit onglet questions-réponses en bas de votre écran. On va y répondre au cours du webinaire ou à la fin. Donc surtout, n'hésitez pas, profitez de l'occasion de poser toutes vos questions. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on accueille donc Xavier Gomez avec nous. Il va peut-être se présenter rapidement. En quelques lignes, Xavier, on est super content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc, vous êtes issu d'un parcours académique, vous êtes diplômé donc, de HEC Paris et ensuite vous avez la certification MIT spécialisée FinTech. Donc, on a un expert avec nous et pas des moindres. On va parler un petit peu de votre carrière aussi dans la banque, notamment au Crédit Suisse pendant plus de 15 ans. Vous étiez en charge des investissements et du trading dans plusieurs villes européennes. Donc, un parcours dans les entreprises qui s'est terminé, qui continue aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. On va dire c'est un nouveau début plutôt. Donc, peut-être que si vous voulez vous présenter en 2-3 mots et compléter mon introduction, et après on pourra commencer ce webinaire. Bonjour Fanny, merci à Impersonal de m'avoir invité et de pouvoir partager différentes visions et insights sur le monde de la data et de la fintech. Oui, donc Xavier Gomez, j'ai commencé ma carrière au sein du Crédit Suisse, je dirais à l'international dans différentes fonctions de top management entre Londres, Paris et Zurich, en passant par le trading, la vente de produits dérivés, après aussi passage du côté private banking à l'international avec de l'investment consulting, de l'advisory, du portfolio management avec la gestion de mandats discrétionnaires ce qui m'a donné, je dirais, un large spectre du monde bancaire en mode banque d'investissement, investment banking et private banking, sur une période particulière qui était une période, on va dire, de crise ces dernières années qui a appris pas mal, je dirais, à ma génération et à être affûté à tous les changements que nous connaissons aujourd'hui et que nous allons connaître demain, notamment avec l'émergence, je dirais, de la FinTech aujourd'hui qui bouscule un peu l'establishment traditionnel de la finance. Ok, merci. Alors, comme vous avez un parcours aussi entrepreneurial, je trouve ça intéressant certainement de commencer un petit peu par votre début de carrière. Pourquoi avoir choisi déjà la finance dans un premier temps? Tout simplement parce que j'aimais les chiffres, j'étais pas trop mauvais en maths et l'idée c'était, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, j'avais le choix de soit à devenir pilote de ligne, soit faire des études en économie et en finance. J'ai rencontré lors d'une foire aux carrières une personne qui m'a fait complètement choisir ma spécialisation. C'était effectivement un banquier qui, lui, excellait dans tout ce qui était produits dérivés à l'époque. Qui m'a donné envie et c'est en ça que j'ai choisi la voie économique puis après financière assez vite.
dans le monde bancaire. Et en particulier dans le monde de tout ce qui a trait est lié au marché et à la gestion de l'argent, plus Ok. simplement. Donc, ça a été finalement, vous avez commencé directement dans les banques. Exactement. En fait, pas tout à fait dans les banques. J'ai eu une première expérience professionnelle chez un courtier, un broker, Ok. qui est puisqu'en France notamment, il y avait beaucoup de familles qui tenaient des courtiers avant des rachats multiples et une consolidation du secteur. Dans la société de bourse Ferry, avec une grande famille sous la quatrième République qui tenait cette agence d'agents de change, qui s'est fait racheter par la banque Bruxelles-Lambert, qui elle-même s'est fait racheter par ING, qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Et donc, c'était mes premières expériences. Et à ma sortie de business school, j'ai une proposition de Crédit Suisse. D'accord. Et du coup, alors là, bah, évidemment, vous avez passé plus de 15 ans quand même dans des positions qui sont assez, on va dire, confortables, si on peut dire ça comme ça, en termes de professionnels. Qu'est-ce qui a fait le switch où vous vous êtes dit, ben, je vais ouvrir ma boîte, je vais fonder mon entreprise à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une raison particulière? Est-ce que c'était une envie depuis un moment? Il y avait une petite, comme vous dites, c'est assez drôle. Oui, confortable à tous les sens du terme. Ne nous le cachons pas d'un point de vue aussi financier. Également d'un point de vue intellectuel, où on rencontre beaucoup de gens très intéressants, que ce soit des clients, des chefs d'entreprise, des partenaires de business, voire même des politiques, on va dire des puissants ou des gens qui changent, qui contribuent à changer le monde. Et cette carte vous permet d'ouvrir pas mal de portes et d'échanger à haut niveau très vite. Et je pense que le fait, ça a mûri de petit à petit de vouloir faire quelque chose sans avoir forcément le, cette forte image d'un grand groupe et allié à, comme je vous le disais tout à l'heure, à différents changements, avec de gros changements réglementaires qu'il a fallu mettre en place d'un point de vue financier, qui a changé un peu les règles et qui rendait, je dirais, les choses euh, pas moins intéressantes, mais moins excitantes. Mhm. Quand il a fallu mettre des réglementations telles que FATCA, MIFID 2, BAL 3 en place. Et moi, je l'ai mis dans mes différentes fonctions de management en place avec des solutions dites technologiques plutôt que d'avoir une armée de personnes pour le faire. Et petit à petit, je me suis ouvert au côté tech où j'avais une certaine autonomie avec des équipes, avec des budgets. Et c'est là que ce projet, je dirais, a mûri de devenir indépendant et de profiter aussi de cette transition technologique pour dire, OK, pourquoi pas moi, reste à trouver l'idée à l'époque. Et très vite, notamment avec quelques amis, voire même quelques personnes qui avaient sauté le pas, qui m'ont conseillé, très vite, avec mon associé, on a décidé de se lancer vers la data grâce un peu au Crédit Suisse, dans lequel on a eu une très belle éducation, je dirais, des méga tendances Mhm. qui nous ouvraient sur euh, cette transition économique, écologique, sociétale, où on ne parle plus aujourd'hui de transport, on parle de mobilité. C'est l'avènement dans la santé de tout ce qui est life science et autres, au niveau financier, l'avènement des solutions fintech. Et je pourrais donner des exemples multiples comme ça qu'on vit ces dernières années, qui sont en pleine accélération et de dire, bon, bah, maintenant, c'est moins difficile qu'auparavant de créer sa société. Pourquoi pas sauter le pas? Le carnet d'adresse est là, l'idée est là, et je dirais qu'il ne manquait plus qu'à trouver les financements et l'équipe. Et c'est en ça que on a décidé de se lancer, comme vous dites, dans la data, qui aujourd'hui
enfin, qui était à l'époque pour nous très clair, c'était l'or noir du 21e siècle. Mhm. Il suffisait de suivre un peu les GAFA qu'on suivait d'un point de vue investissement pour se dire qu'il y avait quelque chose. Les sociétés n'ont pas tout de suite compris, mais comme on côtoyait dans nos relations investisseurs ce type d'acteurs qui cassaient un peu les codes avec les entrepreneurs habituels, traditionnels ou les patrons d'industrie, il y avait quelque chose qui était assez plaisant et excitant. Et donc, c'est comme ça qu'il a été décidé de lancer InVio à deux, qui est une plateforme de data analytics qui a pour mission de rendre accessible la donnée aux entreprises. Et donc, aujourd'hui, enfin, on s'adresse à la finance, mais maintenant, on commence à s'adresser à d'autres secteurs et à s'intéresser à d'autres secteurs comme le sport, le gaming, l'industrie, et tout simplement. Ok. Alors, du coup, si finalement c'est une opportunité qui s'est présentée suite au changement que vous avez pu constater dans le job que vous avez avant et vous avez pu prendre, on va dire, un train d'avance dans la tendance actuelle qu'on voit aujourd'hui avec la data. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, donc c'est intéressant d'aborder ce sujet aussi aujourd'hui. Et peut-être que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu plus Invio et puis nous donner aussi quelques insights sur le terme finalement de data et qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'il y a peut-être des gens aussi on entend beaucoup ce mot, la data, la fintech, mais tout le monde ne sait pas exactement finalement ce qu'il y a derrière, donc peut-être une petite approche pour les plus débutants d'entre nous. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est parti d'un constat simple que la donnée allait devenir maîtresse de nos sociétés dites modernes. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise un ordinateur ou ce qui se rapproche d'un ordinateur, une tablette, et ça va continuer avec des éléments de, l'Internet Internet des choses, IoT. Et à chaque fois qu'on interagit avec ce type d'outils, on produit de la donnée. Et les GAFA nous l'ont montré, c'est qu'on pouvait euh, être bien rémunéré sur cette utilisation de la donnée. Pourquoi? Parce que ça nous permet de connaître les besoins, voire même d'anticiper les besoins des clients, que ces clients soient euh, des professionnels, des entreprises ou des personnes individuelles comme vous et moi. Et donc, l'idée était de pouvoir la récolter, la faire parler, car aujourd'hui, la plupart des entreprises qui utilisent de la donnée, une base de données classique, utilisent ce qu'on appelle de la basic data, où Ok. vous rentrez soit sur une interface et que vous avez la même information éventuellement que vos concurrents ou votre voisin, puisque vous allez utiliser le même forfait ou les mêmes fonctions. Et l'idée, c'était de faire parler cette donnée avec des briques d'intelligence artificielle en utilisant des briques de machine learning et de ne pas être forcément spécialiste, data engineer, data analyst en termes de compétences et de skills pour pouvoir faire parler cette donnée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de démocratiser la donnée auprès des, des entreprises, puisque aujourd'hui, il y a des fortes expertises au sein des entreprises, petites ou grosses, que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes, mais il manque cette compétence qui est cette compétence de programmation et de coding qui mettent souvent mal à l'aise les collaborateurs d'entreprise. Et donc, on essaie de réconcilier tout ça en disant, vous êtes expert de votre domaine, mais vous n'êtes pas forcément grand spécialiste, mais nous, on va vous aider en devenant soit des investisseurs augmentés grâce à nos outils, soit des commerciaux ou des sales augmentés, soit des consultants augmentés, qui les permet d'aller récupérer cette donnée sans que l'humain, l'expert,
et à faire cet effort et que cet expert puisse se concentrer sur sa forte valeur ajoutée, prendre des décisions et analyser des situations que aujourd'hui la machine ne sait pas faire. La machine, les algos savent très bien récolter la donnée avec la beauté du machine learning quand on lui apprend, donc les technologies apprenantes, que ça soit pour explorer la donnée, pour la contrôler ou voire même la visualiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fournit un certain nombre de modules qui vous permettent de faire des mappings, des cartographies automatiques qui vous permet de maintenir en temps réel un écosystème, une situation de marché ou de concurrence, puisque tout le monde sait que à la seconde vous avez fini un PowerPoint, il est plus ou moins passé, puisque bon, la donnée rend caduque dans la seconde un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas pu intégrer, mais aussi le fait aussi de remettre l'expert humain au centre des décisions en se faisant fi de la technologie et surtout le rendre plus à l'aise dans son expertise, puisqu'on a remarqué aussi à l'usage que les entreprises, en interagissant avec leurs clients, créaient pas mal de données qu'ils utilisaient mal en interne et qu'on également on intègre dans nos solutions, ce qui leur permet d'avoir une vision, je dirais, à 360 degrés entre des sources de données dites gratuites sur ce qu'on va récupérer sur le net, les sources de données dites payantes que sont les abonnements auxquels participe à chaque entreprise, il paye pour ça via des API, et maintenant de la donnée interne qui sont dans les systèmes d'information des entreprises qui leur permettent de mieux connaître leurs clients, ou voire même mieux connaître quels sont les points d'amélioration, voire les points forts de l'entreprise par rapport à son exploitation. Et ça, c'est un levier puissant parce que cette donnée, bien qu'il y a un cadre juridique qui vont émerger pour pouvoir organiser, on va dire, ce marché naissant, vous pouvez aujourd'hui la monnayer. Alors, il y a toujours des sujets de savoir, par exemple, en freemium, est-ce que quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Je pense que la plupart maintenant des utilisateurs l'ont compris, mais qui sont prêts aussi à céder une partie de cette privacy de leurs données pour profiter d'une expérience client exceptionnelle. Surtout, on le voit dans les nouvelles générations et dans les différentes équipes, lorsqu'on monte les projets avec les entreprises, on voit dans des équipes diverses en termes d'âge, il y a des profils un peu plus jeunes qui adhèrent plus facilement, alors que les plus anciens sont attention, on ne peut pas forcément donner cette information-là ou utiliser cette information-là avec des sujets de cybersécurité, ainsi de suite. Donc, ça va assez loin, mais très intéressant en termes de perspective et d'application. Et le Covid a été un accélérateur pour nous et pour l'ensemble de l'industrie, puisque tout le monde s'y est mis et est en train de s'y mettre, très clairement. Oui, puis aujourd'hui, le côté data, je pense que dans n'importe quelle entreprise, là on parle de la finance, la fintech, le trading, mais finalement, dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, le côté data est valorisé et si on le met un petit peu trop de côté, forcément, on atteint moins bien aussi nos clients, on est moins dans le mille pour beaucoup de sujets. Et c'est vrai que d'avoir une data qui est à jour pour pouvoir l'exploiter après de manière pertinente, aujourd'hui, je pense que c'est certainement, je pense que c'est d'accord avec moi, non négligeable pour n'importe qui. Et c'est vrai qu'au quotidien, même chacun d'entre nous, hein, c'est vrai qu'on est soumis à ça, des fois même sans se rendre compte, pour toutes nos recherches Google personnelles. Mais du coup, dans les entreprises aujourd'hui, à quel type de personnalité surtout vous vous adressez, avec qui vous collaborez finalement? C'est un département particulier qui s'occupe de ça ou...
ou des Ça fonctions dépend des peut-être? organisations que nous avons en face de nous. Alors, en termes de profil de personae, on s'adresse soit aux personnes en charge de la stratégie avec une vision à long terme. C'est tout le côté un peu business intelligence que Mhm. peuvent avoir certaines sociétés qui émergent. On était plus habitué à ce type de profil dans le monde anglo-saxon, mais ça vient maintenant je dirais sur le vieux continent et les entreprises commencent à s'organiser. Vous avez les responsables d'innovation aussi des sociétés ou quand c'est des sociétés beaucoup plus petites, les directions générales et les COO en charge directe, donc stratégie, responsable de l'innovation, direction générale, voire même quand ils l'ont des responsables de la data, tout simplement, qui sont dont les postes ont été créés pour organiser la data externe et interne de l'entreprise. Et donc, comme je vous le disais, pour des applications soit commerciales, investissement ou voire marketing, aujourd'hui, nos clients sont des banques, des compagnies d'assurance, des cabinets de conseil, voire des fonds de private equity. Par exemple, pour un secteur assez traditionnel, les fonds de private equity européens se réveillent euh, pour, euh, pour améliorer soit le sourcing de leurs investissements, pour trouver la bonne cible d'investissement qui remplit un certain nombre de critères, puisque pour la plupart, ils ont tous les mêmes critères dits financiers, et de passer, je dirais, d'un outil puissant plutôt qu'à l'outil habituel qui est la feuille Excel, qui est un peu passé d'âge et qui vous laisse passer à côté de pas mal de choses, parce que quand vous avez les éléments financiers, vous pouvez vérifier, contrôler avec différentes bases de données pour voir si c'est bien le bon chiffre d'affaires en connectant un pitchbook ou un deal room. L'important aussi, c'est d'avoir des signaux faibles que sont par exemple, quid de cette société ou de la start-up, l'image qu'elle peut avoir ou les informations qu'on peut avoir via les réseaux sociaux, comment elle est prise par sa communauté de clients, voire même comment est perçu leurs dirigeants s'ils interagissent sur les médias sociaux, LinkedIn ou Twitter ou d'autres plateformes. Et ça en dit beaucoup et ça aide à comprendre souvent les business models et d'aller au-delà que les éléments chiffres financiers, de comprendre le positionnement produit, client, service, comprendre également la vision, je dirais, des responsables, voire même des fondateurs. Également, toujours sur le biais de l'investissement, de pouvoir voir les évolutions d'un secteur. Souvent, les fonds ont des participations et il y a des tournants technologiques ou de tendance qui souhaitent ne pas rater. Et c'est bien de le voir, voire même de l'anticiper via des outils. Parce que, grosso modo, nous sommes tous amenés à prendre des décisions à différentes échelles, qu'on soit responsable de département ou chef d'entreprise. Et donc ça, aujourd'hui, ça va être une compétence importante. Et il y a tellement de données qu'on ne peut pas euh, tout digérer en tant qu'humain seul. Et c'est pour ça que, je dirais, les outils puissants peuvent faire le travail de collecte, faire aussi une partie du travail de compréhension de tendance afin de prendre des bonnes décisions et, comme je vous le disais tout à l'heure, attirer son attention sur des signaux faibles. On a aussi des sujets sur le consulting, une société de consulting qui utilise nos solutions qu'on définit, je dirais, sur mesure également, qui permettent
au consultant d'être un consultant augmenté. On sait que la plupart du temps, ils doivent, pour leur mission, aller chercher beaucoup d'informations, de données, les analyser et puis les traduire dans un PowerPoint au niveau de leur présentation. Aujourd'hui, avec le digital, notre value proposition, c'est être en mesure d'avoir ces rapports en dynamique en temps réel, ce qui leur fait gagner du temps sur la véracité de la donnée, très clairement, de ne pas être pollué par les informations qui sont mauvaises et fournies par n'importe quel moteur de recherche, d'être connecté sur des bases de données donc sûres, d'avoir ces outils en automatique, de pouvoir recevoir des notifications, parce que comme tout le monde, quand vous êtes occupé, vous pouvez rater une information majeure, de pouvoir aussi exploiter ces informations de manière automatique euh, et les mettre à jour. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue simplement mise à jour aussi de cette information, il vaut mieux l'avoir, l'information en dynamique, toujours être pertinent pour pouvoir prendre la meilleure décision et donner le meilleur conseil à son client, par exemple. Oui, bien sûr. Donc finalement, il y a quand même aujourd'hui l'utilisation d'outils, par exemple, comme ce que vous proposez. On va quand même s'adresser aussi avec des gens qui sont dans des postes managériaux ou décisionnaires, hein, finalement, dans les entreprises. C'est vrai que est-ce que tous les managers aujourd'hui ont pris déjà conscience de l'importance de cette data et d'avoir peut-être des personnes, enfin, des entreprises externes avec qui travailler, typiquement comme Invio. Je ne sais pas si vous avez alors ça reste des fourchettes, hein, mais si vous avez des prix, des pourcentages, par exemple, d'amélioration dans une entreprise, est-ce que le fait d'avoir utilisé ce type d'outils, euh, est-ce qu'on peut peut-être pour convaincre une entreprise Oui, de dire, OK, bah, si vous partez avec nous, vous bien allez sûr. avoir tant de pourcentage d'amélioration ou ce genre de choses? Bien sûr, par exemple, très clairement, si je reprends l'exemple des cabinets de consultants, Ouais. très clairement, ça leur fait gagner 50 à 60% de leur temps. Parce que, en général, comment ça fonctionne dans les grands cabinets? Vous avez trois niveaux selon les organisations. Vous avez les profils, je dirais, un peu juniors qui vont chercher un peu l'information un peu partout, base de données, Internet, et qui font les premiers brouillons, je dirais, des présentations à réaliser. Ces travaux-là sont supervisés et vérifiés par des seniors au niveau directeur et la présentation, quand elle est validée, elle est faite par en général le partenaire, l'associé qui a la relation pour pouvoir vendre une mission d'une centaine de milliers d'euros, de francs suisses, voire même des millions pour des missions beaucoup plus importantes. Et tout ça prend un certain temps et donc, ne serait-ce que pour la collecte de cette information, on réduit dans les proportions citées précédemment le temps de collecte et aussi on a une data et des sources dites qualifiées. Et donc, et ça permet aussi d'être plus pertinent dans le retour au client où le temps de latence qui est souvent d'un certain nombre de semaines se réduit à une dizaine de jours puisque l'ensemble des informations que vous avez sur un rapport dédié électronique se mettent à jour, je dirais, automatiquement. Donc après, il n'y a plus qu'à extraire et à réorganiser pour updater sa présentation ou sa demande. Donc oui, en termes de collecte, très clairement, ça fait gagner pratiquement 60% et pour la collecte d'informations. Et ça permet aussi d'augmenter, je dirais, les marges d'une mission, puisque ce temps imparti dans tout ce qui est recherche, collecte, design,
eh ben, à montant constant, vous pouvez améliorer vos marges de 20 à 30% aussi sur vos missions, puisque vous êtes plus performant Oui, automatiquement avec une automatisation d'un certain nombre de choses. ouais, c'est des chiffres qui ne sont pas négligeables. Exactement, oui. Et justement, là, on parle un peu dans une entreprise, peut-être le cheminement de ce type de processus avec les données qu'on va récolter, analyser, etc. Comment est-ce que vous voyez du coup peut-être les métiers de demain qu'il y aura dans les entreprises? Parce qu'aujourd'hui, on parle plus peut-être de sociétés externes à qui on fait appel. Est-ce que demain, il va y avoir justement des juniors qui vont arriver, qui vont être formés dans la fintech, la data, et qui vont s'intégrer dans les entreprises directement? Comment est-ce que vous voyez un petit peu la suite de ce type de métier finalement dans l'industrie? Pour moi, aujourd'hui, tout ce qui est compétences digitales et tech Mm. sont nouvelles par rapport à 10 ans ou 15 ans en arrière d'un point de vue éducation, formation. Il y a beaucoup d'établissements maintenant scolaires ou de formation continue qui fournissent ce type de compétences. Pour moi, ce sera comme apprendre l'anglais et le français basique, on le voit avec les nouvelles générations, qui est une compétence en plus qu'il faudra avoir à appliquer soit sur votre domaine d'expertise, que peut être, je sais pas, le marketing, la vente ou autre chose, mais très clairement, ce sera un prérequis, très clairement, par rapport à cette digitalisation de la société et du monde du travail. Et surtout, je pense que ce mouvement peut se faire d'une manière douce, en ayant des équipes aussi diverses, où les jeunes peuvent apprendre aux plus anciens, qui, eux, ont l'expertise métier malgré tout, puisque Mhm. l'histoire est un éternel recommencement. Et je le vois sur des hackathons qu'on a le week-end, où vous avez une population diverse de jeunes, de moins jeunes, qui viennent de secteurs différents et qui se choisissent en quelques heures pour monter un projet. Et on voit quand même des idées relativement puissantes et ça fait appel à différentes expertises. Et très clairement, oui, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas hésiter à utiliser euh, des formations qui sont fournies par les entreprises ou pas, ou voire même investir soi-même dans des formations digitales ou des formations de compétences, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, de design thinking ou ce genre de choses. Puisque aujourd'hui, le monde du travail est moins cloisonné, justement avec l'ensemble des innovations qui facilitent l'accès à certains écosystèmes. Et il faut en minimum maîtriser les codes. Euh, et vous allez voir dans les mois ou les années qui viennent pas mal d'innovations qui vont venir un peu bousculer le monde du travail. Je prends euh, un exemple en particulier, tout ce qui est no code, low code. C'est un vrai sujet de savoir est-ce que vous avez besoin d'être un vrai expert aujourd'hui ou passer par des plateformes qui vous ne requièrent, qui ne vous demandent pas justement de savoir coder et ce genre de choses. Donc, ça va être assez intéressant de voir l'avancée de ce type d'offres dans le monde de l'entreprise ou comment ça va évoluer. Et ça, je trouve ça passionnant. Finalement, ça va peut-être plus être des compétences justement un peu basiques, entre guillemets, hein, mais pour comprendre peut-être finalement les données qu'on nous donne, parce qu'on n'a pas forcément besoin de savoir justement coder, de savoir faire tout ce que les machines vont faire après, mais plus finalement d'analyser ce qu'on va recevoir pour savoir comment l'utiliser au mieux. Et ça, aujourd'hui, peut-être que justement, c'est peut-être ces compétences-là qui vont être nécessaires dans les entreprises dans le Oui, futur, exactement, avoir une approche développer plus ce globale. type de compétences-là, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que j'appelle des soft skills,
qui vont Mhm. être de plus en plus pertinents, puisqu'on est en plein développement et accélération de la société dite de services qui fait plus appel au digital. Donc, il faut comprendre ces codes-là au niveau les éléments de data. Aujourd'hui, quand on dit data, vous avez différents métiers, data ingénieur, data scientist, data analyst. Euh, Vous pouvez en avoir besoin dans les grands groupes, mais dans des PME, par exemple, qui veulent aussi se digitaliser, est-ce qu'ils ont besoin de toutes ces fonctions ou est-ce qu'ils ont besoin simplement d'une équipe qui comprend comment ça fonctionne et qui, je dirais, passe par des prestataires outsource pour pouvoir leur faire les outils dont ils ont besoin et pas avoir des départements qui peuvent être lourds à gérer en recherche-développement, en exploitation et d'être en mode agile pour pouvoir pour réagir assez vite dans les besoins clients ou besoins propres à l'entreprise pour son évolution. Ouais. Oui, ça, on le voit aussi, hein, typiquement dans le recrutement actuellement. Il y a presque un an, on a ouvert justement un pôle digital parce qu'on se rend compte que toutes les entreprises, finalement, même si elles ne vont pas chercher forcément, comme on disait, tout un département peut-être de spécialistes avec tous les métiers qui sont reliés, finalement, on voit que la digitalisation, elle est là et commence à être de plus en plus importante, finalement, dans toutes les entreprises avec qui, personnellement, nous, on s'adresse. Et ça va complètement être dans le futur et dans les emplois qui vont être recherchés dans les entreprises. Finalement, là, c'est l'industrie du trading, mais je pense que c'est assez large. Finalement, il y a un spectre super large dans ce type de demande. Aujourd'hui, du coup, et on parlait de formation. Est-ce que peut-être que s'il y a des personnes un peu plus juniors ou en reconversion, sait-on jamais, qui nous regardent, est-ce qu'il y a des formations aujourd'hui qui seraient recommandées pour ce type de métiers qui vont arriver ou qui existent déjà justement? Oui, si c'est je dirais le métier qui concerne la finance au sens large, Ouais. parce que pour moi, la fintech, c'est la finance du futur, même si ça bouscule un peu les établissements un peu établis qu'on connaît depuis 20, 30, 40 ans, si ce n'est plus. Vous avez des formations assez modernes qui s'adressent déjà aux experts qui sont en place dans ces établissements-là, qui leur permettent d'évoluer gentiment. Vous avez une formation comme CFTI qui a été réalisée par deux francophones, Tram Nguyen et Huy Nguyen à Londres à la base, qui est très intéressante avec pas mal de podcasts, de vidéos d'experts de la finance traditionnelle qui partagent leur, euh, leur transformation également. Ok. Aussi des grandes personnalités de la fintech internationale, que ce soit en Asie ou en Europe, qui ont montré leur changement complet, qui étaient dans les grands établissements, qui ont ouvert, qui sont lancés dans la fintech dès les années 2000 ou voire même 2008. Et c'est très intéressant parce que à la fois ça donne des clés de compréhension euh, des, de cette transformation. Donc ça ne perd pas les experts et les financiers et ça donne, je dirais, les voies futures et des voies d'évolution sans prendre une claque, je dirais, dans la figure. Mais très clairement, l'intelligence artificielle est en train d'envahir la finance. Vous parliez de trading tout à l'heure avec le trading à haute fréquence qu'on a connu dans les années 2000 qui a été fortement développé. Aujourd'hui, quand vous regardez une salle de marché, euh, vous vous avez des comptes et des traders. Il y a quelques années en arrière, vous avez plus de traders que de comptes et les traders et les comptes, pardon, étaient à disposition des traders. Aujourd'hui, ce rapport de force a c'est complètement inversé.
Donc, vous avez plus de comptes que de traders qui sont en voie de disparition. Et vous voyez, je dirais, des profils de compte trader. Aujourd'hui, un trader ne peut pas savoir coder, en particulier en Python. Euh, et donc, vous voyez pour d'autres cas d'usage et de métier, pas mal de cours, soit en ligne pour apprendre à coder différents langages, mais en particulier en Python pour la finance, ou des écoles également qui donnent des cours du soir, ou comme vous le disiez tout à l'heure, avec l'avènement du Covid, il y a eu quand même pas mal de velléités de changement de vie où vous voyez l'ensemble de ces établissements qui sont pleins de demandes pour des réorientations professionnelles d'un point de vue digital, que ce soit code ou que ce soit voire même marketing digital avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui et qui découvrent ce nouveau monde de travailler en 4.0, je dirais. Et vous avez des formations des grands établissements en troisième cycle, que ce soit les Oxford, les Cambridge, l'IMD, que ce soit à Lausanne et ainsi de suite, qui ont bien vu le pas, puisque même les MOOC sont venus concurrencer les grands établissements scolaires internationaux qui ont dû très vite aussi répondre à la forte demande, puisque aujourd'hui, votre compétence ne s'établit pas sur un diplôme que vous avez eu il y a quelques années et qui dicte un peu votre carrière comme c'était le cas auparavant, mais plutôt, je dirais, dans la formation continue et qui remettent un peu en question ou qui donnent un rafraîchissement de vos connaissances, quitte à vous donner un peu une claque pour pouvoir avancer et être toujours up-to-date aujourd'hui. Et Oui, c'est ça, ça, et il faut, surtout oui, dans cette industrie, je pense qu'il faut être. Ça change, à mon avis, enfin, ça change très vite. Si on veut rester un petit peu à la page et aux nouvelles innovations, à ce qui se passe, ça va être nécessaire d'avoir des formations continues dans beaucoup d'entreprises à ce niveau-là. oui, entreprise. Alors, ce qui est assez drôle dans l'éducation, puisque aussi c'était une de nos marottes et nos valeurs chez Invio, c'est rendre, je dirais, la finance accessible à tous en donnant un certain nombre, en partageant un certain nombre euh, de sites, de MOOC, de définitions. Et vous avez beaucoup d'informations aujourd'hui qui sont gratuites, notamment sur YouTube. On n'apprend plus comme on apprenait par le passé. Et je le vois par exemple dans mes équipes tech. Il y a des personnes qui se sont fermées eux-mêmes sur YouTube. Pourtant, ils n'ont aucun diplôme qui a validé la compétence qu'ils ont développée tout seuls, Ouais. seuls face à leur ordinateur. Et ça, vous le découvrez pendant les entretiens avec les cas d'usage que vous partagez, ou comment tu montes ça, comment tu programmes ça. Et bon, il vous le fait en direct live, ou il vous l'explique. Et ça, c'est pas forcément sanctionné par un diplôme. Donc ça fait bouger les lignes. C'est pour ça que Mhm. euh, aujourd'hui, le digital remet tout en question. C'est pour ça que ces grands établissements aussi essayent de se mettre à la page et toujours garder la main avec leur nom et leur ancienneté, ainsi de suite. Mais vous avez un certain nombre de, 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 de- de formations dites gratuites qui remettent pas mal de choses en question. Ouais. Ouais. Et qui enlève cette culture un petit peu qu'on a l'habitude d'avoir justement dans des diplômes, voir qu'est-ce qu'on a fait avant et qui valorise ou non des fois notre postulation ou nos compétences, alors que finalement, justement, aujourd'hui, on peut se former et être même plus formé que certaines personnes qui ont un certain diplôme sur le papier. Et du coup, c'est pas plus mal que ça fasse un petit peu évoluer les choses aussi de ce côté-là, hein. Se fier plus à la personne que juste au papier qu'on a devant soi. Ça, c'est quelque chose que nous, on valorise aussi, en tout cas. Exactement.
Et du coup, peut-être pour terminer un petit peu là-dessus, par rapport à tout ce qui est l'industrie de la fintech, quelle aujourd'hui évolution peut-être vous constatez et comment vous voyez l'avenir de cette industrie? Alors, les solutions fintech pour Diminutive Finance Technology, Ouais. comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est la finance du futur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mariage entre, on va dire, la finance traditionnelle et la technologie qui a émergé à peu près dans les années 2000, mais surtout en 2008, où beaucoup avec la crise financière, ont quitté l'industrie financière traditionnelle, justement, pour épouser le côté technologique, pour remettre en question un peu l'ordre établi. Et donc, dans un premier temps où on n'avait pas pris tellement au sérieux par les compagnies d'assurance, par les banques qu'on connaît, c'est ce mouvement, puisque ces sociétés ne gagnaient pas d'argent, pour certaines ne gagnent toujours pas d'argent, c'est une promesse. Mhm. Là, au gré des levées de fonds, on voit une accélération d'intérêt, mais surtout un changement dans la consommation financière, que ce soit en B2B et en B2C. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez quelques exemples comme des néobanques telles que N26, Revolut et d'autres, elles ne faisaient rien elles-mêmes au tout début. Ok. Elles sous-traitaient pas mal de choses en marque blanche. Elles n'avaient qu'une chose, c'était leur identité visuelle et l'expérience client qu'elles proposaient à leur client final, qui a fait pas mal le buzz par rapport au manque qu'il y avait en face dans le monde traditionnel et qui a fait bouger les lignes. Et moi, ce que je vois, c'est encore cette accélération, hein, puisque quand vous prenez l'ensemble des levées de fonds internationales, pratiquement 20 à 30%, c'est que de la fintech aujourd'hui, avec différentes strates dans la fintech. Mais surtout, ça va être l'avènement, pour moi, que n'importe quelle société ou n'importe quelle industrie pourra, je schématise pour que tout le monde comprenne, pourra être sa propre banque. Parce que le fait de devenir un tiers de confiance financier, le, 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 le ticket d'entrée a été abaissé grâce aux solutions fintech qui sont développées aujourd'hui. Donc, une plateforme à destination de clients, que ce soit des centaines de milliers de clients ou des dizaines de millions, bah, le coût a été abaissé très clairement. Et c'est l'avènement pour moi de ce qu'on appelle les super apps, ou certains appellent ça les killer apps, où vous allez pouvoir tout faire sur une application, hein. Enfin, tout le monde a des applications sur son smartphone, euh, où vous allez pouvoir également épargner, emprunter, euh, euh, chatter, monter un projet quel qu'il soit d'immobilier ou payer un cadeau avec des amis, avec des nouvelles solutions Buy Now, Pay Later qui sont en train d'exploser un peu partout et complètement modifier par exemple le crédit à la consommation. Et pas forcément être fort, tout faire en interne, mais de donner accès à des spécialistes sur l'assurance, sur la banque de détail digitale, sur les assets digitaux avec les cryptos, et sur une seule et même plateforme, comme on le voit aujourd'hui en Asie. Et ça va être un élément puissant parce que quand vous serez sur cette plateforme-là et que vous avez tout à portée de clic, pourquoi voulez-vous aller ailleurs? Tout simplement. Que ça soit aussi pour le e-commerce, un peu à la Amazon. En 2 ou 3 clics, vous avez acheté votre produit. Après, si vous l'avez commandé le matin et que la logistique est là sur les lignes, vous l'avez peut-être livré le soir. Et ça change complètement la donne. Parce que
le fait de payer, d'avoir ce tiers de confiance, eh ben, et n'a plus de barrière, ce qui peut être parfois même dangereux parce que, et voire même pousser les gens à la surconsommation ou à la surendettement. Mais aujourd'hui, les outils qui vous permettent de vendre un produit et d'intégrer une solution financière ou d'être sa propre banque en termes d'entreprise, aujourd'hui est possible, tout simplement. Et ça change la relation que vous pouvez avoir avec le monde financier et, et de pouvoir, je dirais, d'interagir plus simplement, plus facilement et à moindre coût, puisque bon, on a toujours reproché aux services financiers de soit pas répondre à un certain nombre de demandes et que ces services étaient élevés, voire trop élevés, et d'abaisser le coût et de donner une satisfaction à 100%. Et je vous dis, quand on le voit avec les Alibaba qui ont créé un bras armé fintech puissant avec Ant Financial, les WeChat également, euh, le, le- la finance traditionnelle, banque, assurance, complètement disparaît sous ce modèle de plateformisation qu'on peut dire financier, où le fait d'acheter et de consommer n'est plus un problème, le fait d'épargner n'est plus un problème, avec des tiers de confiance ou des applications qui vont bien. Vous êtes dans votre écosystème. Et donc voilà, et puis maintenant, on vous parle de réalité virtuelle avec les métaverses de Facebook qui va aussi donner l'émergence d'un monde parallèle aussi un peu dans le monde financier avec les NFT, les assets digitaux et les cryptos. Et ça, on est encore sur une autre planète. Il va falloir éduquer la population, mais les millénials et la génération Z ont complètement épousé cette tendance et je pense que ça va continuer à accélérer très clairement. Et Oui, ça mais va ils être, en parlent déjà beaucoup. et ça va être Ouais. compliqué effectivement pour les banques les banques traditionnelles Mm. qui ont un peu subi ce changement, qui ont réagi, et d'avoir, je dirais, cette troisième vague encore qui arrive et qui va mettre à mal leur organisation. Parce qu'elles ne sont pas aussi agiles qu'une fintech ou une startup, mais, je me dis c'est pas impossible, mais il va falloir vraiment changer leur mode de fonctionnement, de management, de leadership, organisationnel aussi, pour pouvoir répondre à la demande, comme fait un peu le monde automobile, où Elon Musk est venu bousculer le monde automobile alors qu'il y a 3 ou 4 ans, on lui riait au nez. Et là, vous voyez tous les grands constructeurs qui disent à horizon 2025-2030, telle marque sera 100% électrique, ainsi de suite. Ça a été véritablement un game changer et je pense que ça va être la même chose dans la finance. Ça va abaisser le niveau d'entrée, donc faire émerger de nouveaux players sur la chaîne de valeur et on risque d'avoir des surprises sur l'émergence de nouveaux services et de nouveaux joueurs sur ce marché-là. D'où mon inquiétude un peu sur la capacité de réaction de certaines banques à venir. Ouais, la capacité d'adaptation qu'elles vont avoir ou non dans les prochaines années, ça va être assez décisif dans leur futur. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir, je pense que déjà même à l'horizon de même 2, 5 ans, tous les changements qui vont être opérés et à quoi on va faire face. Je pense qu'il y en a encore plein qu'on n'a pas encore vu arriver en tout cas. Peut-être avant de terminer ce webinaire, j'ai une question dans le chat d'un ancien banquier qui a monté, alors je lis la question peut-être, qui a monté de nombreux dossiers de crédit et qui demande est-ce que ce serait possible grâce au big data de réaliser une analyse de chiffres, une analyse de crédit, pardon, chiffres et éléments qualitatifs d'une entreprise en moulinant de la donnée. Aujourd'hui, oui. La seule barrière, ce sont les bases de données qui sont en général des bases de données privées, payantes,
sécurisé. Mais si il a différentes bases de données auxquelles il a accès, nous, ce qui est fait aujourd'hui, c'est de se connecter sur ces bases de données et justement de remettre à disposition ces données de manière claire par rapport aux besoins qu'il en a. C'est-à-dire, avec l'open banking aujourd'hui, quand le client l'autorise, de savoir est-ce qu'il n'a pas d'autres crédits ailleurs, quelle est sa surface financière entière pour pouvoir juger s'il est à même de pouvoir demander un crédit supplémentaire, ce genre de choses. De pouvoir, pour l'entreprise, de pouvoir juger également du risque du montant de ce crédit. On peut aller de manière très fine aussi dans l'analyse. Et donc, après, tout dépend de, de l'information auquel on peut avoir accès, puisque c'est également aussi sensible, très clairement. Je ne vous entends plus. Oh, j'ai coupé, visiblement les travaux reprennent au-dessus de ma tête. Merci pour cette réponse. Merci de la part de la personne également. Et puis, moi, je vous remercie tout simplement, Xavier, pour votre intervention aujourd'hui, pour ce webinaire super intéressant sur un petit peu l'évolution du monde de la finance qu'on voit et qu'est-ce qui va être notre futur. Donc, merci beaucoup. Pour tous ceux qui voudraient revoir le replay, on vous l'enverra par email demain et vous avez accès à tout sur notre site internet également si vous voulez revisionner la session du jour. En tout cas, merci encore pour cette invitation. Ça a été un plaisir pour moi de changer quelques visions et insights et pourquoi pas une prochaine fois. Voilà, exactement. Et puis en attendant, on aura plein d'autres webinaires qui arrivent avec des intervenants jusqu'à la fin de l'année. Donc, ne manquez pas nos prochaines sessions pour se retrouver pour un nouveau webinaire sur la performance dans un domaine particulier. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.